Hello, Sheldon. Hello, Sheldon. Qu'on ait aimé le détester ou qu'on ait détesté l'aimer, ce personnage aura marqué le petit écran à bien des égards. Ça me concerne. De par ses points de vue paradoxaux et assez déroutants, jusqu'à certains rebondissements faisant évoluer le personnage, nous poussons à nous demander si nous aurions accepté un tel individu dans notre cercle social. Ayant d'ailleurs eu droit à un spin-off retraçant sa jeunesse, mais derrière tout ce génie, la véritable question que l'on doit se poser autour de lui, Sheldon Cooper est-il en réalité un psychopathe ? Du pas de bêtises, je suis fan de tout ce qui remplace les contacts humains, tu devrais le savoir. C'est ce que nous essaierons de voir au travers de cette vidéo en revenant sur la vie de ce personnage, de sa jeunesse jusqu'à l'obtention de son prix Nobel, et nous reviendrons bien sûr sur la définition exacte du psychopathe et comprendre exactement qui est Sheldon Cooper. Mais pour commencer, je vous propose de revenir à la genèse du personnage et de son show télé The Big Bang Theory. Ce sont les scénaristes Chuck Lorre, connus pour avoir mis en scène Mon Oncle Charlie, et Bill Prady qui ont eu l'idée de cette série. Et c'est Bill Prady qui va être à l'initiative voulant créer une série avec Chuck Lorre. Ils discutent ensemble autour d'un programme qui raconterait l'histoire d'une jeune femme désirant s'installer seule, sans ses parents et sans petit copain. C'est alors que Prady raconte alors sa jeunesse dans les années 80. Étant entouré d'incroyables génies, mais totalement déconnecté des codes sociaux, ne leur permettant pas de s'intégrer en société. Chuck Lorre va alors proposer à Prady de créer une série autour de son concept et d'y ajouter cette idée de cette jeune fille qui emménage toute seule. De quoi est-ce qu'il parle? Ils décident donc de tourner un pilote à l'arrache avec un groupe d'amis pour vendre leur show aux chaînes de télé. Un programme qu'ils intitulent Lenny, Penny and Kenny. Imaginons que Penny pouvait être un robot créé par Lenny et Kenny. Et si ça vous semble familier, c'est assez normal car en réalité, ce genre de série télé existe déjà avec Code Lyssa. Directement inspiré du film Créature de rêve. Quelque chose d'assez fantastique. Chuck Lorre tourne la séquence, mais non satisfait du résultat, il rétropédale immédiatement pour garder le concept de base et faire de Penny une jeune femme bien vivante. Il s'interroge également sur le titre de la série et décide non seulement de rebaptiser la sitcom The Big Bang Theory, mais également d'offrir au personnage d'autres noms. Donc Penny va rester Penny, Lenny va devenir Léonard, et non, ce n'est pas la contraction du nom Lenny, car en réalité, l'idée leur vient de rendre hommage au producteur de sa sitcom préférée The Dick Van Dyke Show, Sheldon Leonard. Et donc oui, vous avez bien entendu, Sheldon Leonard. Sheldon va devenir le prénom de ce fameux troisième personnage qui aurait dû être Kenny. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Et croyez bien que l'écriture initiale du personnage était bien différente de celle que vous connaissez. Car Sheldon aurait dû être un homme à femme. Ouais, je sais, ça fait super bizarre même quand je m'entends le dire à voix haute. Now, those are not childbearing hindquarters. I feel you have a right to know that Sheldon and I have had sex. Oh! No, he doesn't have a right to know that. Please. C'était la direction qu'avait pris la série lors du tournage du pilote, mais malheureusement, le public n'adhère pas au personnage. Chuck Lorre prend alors conscience de son erreur, admet le problème d'écriture, puis le diffuseur lui offre l'opportunité de tourner un deuxième pilote. Et entre nous, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment jamais. Oui, j'avoue. Deux personnages vont subir plusieurs changements sur leur écriture, à savoir Penny devenue Cathy, qui vous le savez redeviendra Penny, et Sheldon, qui devient celui que vous connaissez bien. Et ce nouveau pilote est un véritable succès et la série est enfin commandée. T'inquiète pas, ce sera pas mal. Mais avant de tourner le pilote, il faut bien évidemment pouvoir caster les acteurs qui allaient interpréter les personnages. Et je vous propose donc de nous intéresser au casting de celui qui va interpréter Sheldon Lee Cooper. Pour le rôle de Sheldon, Chuck Lorre veut proposer le rôle à un jeune acteur nommé Johnny Galecki. Et son visage ne vous est sûrement pas inconnu quand je vous l'évoque à ce moment-là. Car bien sûr, Johnny Galecki sera retenu pour interpréter Leonard Hofstadter, le meilleur ami de Sheldon. L'acteur a refusé le rôle de Sheldon 5 fois de suite, Chuck Lorre décide donc de se tourner vers Macaulay Culkin. Ouais, Kevin McAllister a failli être Sheldon Cooper.
pizza au fromage? Mais celui-ci va également refuser le rôle à plusieurs reprises. C'est alors qu'ils font passer une audition à un acteur peu connu nommé Jim Person. Et là, c'est la révélation. Enfin, pas pour tout le monde. Car si les créateurs semblent convaincus, Prady étant sûr d'avoir trouvé son Sheldon, Chuck Lorre semble plus sceptique, supposant que l'acteur a tout donné pour son audition, mais n'arriverait pas à tenir ce rôle aussi justement pour la série une fois embauché. Ils décidèrent donc de faire une deuxième audition et cette fois-ci, l'acteur va réussir à convaincre Chuck Lorre. Car à ses débuts, Jim Person joue dans des productions off-Broadway à New York. L'acteur enchaîne les auditions et peine à trouver des rôles. Et même ceux qu'il arrive à décrocher sont très souvent pour des pilotes qui ne sont malheureusement pas commandés. Il tourne tout de même dans quelques programmes TV et dans des publicités comme pour Kizos où il interprète un homme élevé par des loups. Il s'illustre également comme personnage récurrent dans la série Amy et obtient quelques rôles mineurs dans de grosses productions telles que Garden State ou l'École des dragueurs. Et Jim Person ne le sait pas encore, mais en obtenant le rôle de Sheldon Cooper, il va offrir à la télévision et à son public un des personnages les plus intrigants qui existent. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour le faire. Il va d'ailleurs par la suite être récompensé pour le rôle à plusieurs reprises. Mais du coup, c'est qui exactement Sheldon Cooper ? Sheldon est un brillant physicien reconnu par ses pairs et se passionne à côté pour la science-fiction et les super-héros. Bon, la pop culture en général. Sheldon a grandi devant une émission de TV intitulée Le Professeur Proton qui lui a transmis son amour pour la science. Et son objectif est simple, remporter le prix Nobel. Enfin, quand je dis simple... Il se voue également d'une passion certaine pour les drapeaux, créant d'ailleurs sa propre émission sur le sujet, S'amuser avec les drapeaux, présentée par le Dr Sheldon Cooper. Passion qui est d'ailleurs illustrée uniquement par l'existence de cette émission. Notre petit quiz cérébral, drapeau ou pas drapeau? Drapeau. Drapeau. Seulement Sheldon a un frein dans sa vie. Car s'il semble maîtriser son environnement et les sciences les plus complexes à étudier, ce qui échappe d'ailleurs à la plupart d'entre nous, celui-ci est totalement éloigné des codes sociaux. Ce qui l'handicape fortement dans son quotidien et dans son travail, ce qui soulève notre sujet d'aujourd'hui, à savoir si Sheldon Cooper est un psychopathe. Mais je vous propose alors de bien redéfinir ce qu'est exactement la psychopathie. Dans l'imaginaire collectif, le terme psychopathe est souvent assimilé à un tueur qui tue sans réelle bonne raison et n'ayant pas d'émotion particulière autour de cela. Mais il est vrai que le sens de ce mot, très souvent utilisé dans la pop culture pour désigner une personne dérangée, commence tout doucement à se désacraliser. Remettant un peu l'église au milieu du village et n'associant plus forcément le psychopathe avec la violence. Il est souvent confondu avec un autre terme psychiatrique, le psychotique, dont la pathologie donne effectivement des troubles et des obsessions au sujet. Car le psychopathe se désigne principalement par un comportement antisocial, avec un manque de remords et un manque de comportement humain significatif. Donc le psychopathe va principalement entrer dans une phase de manipulation et de dissimulation pour pouvoir s'intégrer en société. Et je vous propose alors de faire le parallèle avec les comportements de Sheldon Cooper en société. Sheldon a une vie bien réglée sur les programmes de sa journée, que ce soit son travail jusqu'au menu de ses déjeuners, rien ne sort du cadre. Imposant d'ailleurs sa rigueur à ses trois amis, Leonard, Howard et Raj. Leonard, en plus d'être son ami, est également son colocataire, et doit se plier à chaque exigence de Sheldon, notre héros ayant le sentiment que les personnes qui l'entourent doivent mériter de faire partie de son cercle social, et donc avoir une certaine disponibilité. De plus, Sheldon a pris pour habitude de rendre chacune de ses relations sociales contractuelles, rédigeant lui-même des contrats qui souvent imposent des règles tournant à son avantage. Et côté prise de décision, Sheldon a toujours besoin de surétudier les possibilités avant de se décider. Faut bien reconnaître que la Xbox a une meilleure caméra. Mais la PS4 a un disque dur qui est amovible. T'en dis quoi? Je sens plus mes jambes. Comme choisir sa place dans une pièce qui, une fois prise, devient définitive et doit donc rester libre à 100% du temps, même quand il n'est pas là. Et côté vie amoureuse, Sheldon est éloigné de la norme, ne se projetant pas dans cette notion de partager sa vie avec une personne, et n'adhère certainement pas à sa vision théorique de ce qu'il appelle le coït. Et en ce qui concerne les règles écrites en société, Sheldon y met toujours un point d'honneur, estimant que ce qui est écrit est la priorité universelle, n'hésitant donc pas à mettre ses potes dans la sauce s'il estime qu'une règle n'a pas été respectée. Donc là, on a bien le côté insociable et sans remords de Sheldon Cooper. Cependant, nous avions évoqué plus tôt la notion de manipulateur pour le psychopathe.
Et Sheldon a su se montrer manipulateur, principalement lorsqu'il se retrouve à élaborer des vengeances pour répondre à d'éventuelles frustrations. Un élément d'ailleurs qui se retrouve dans la notion de psychopathie, là où la frustration est extrêmement difficile à gérer pour le psychopathe. Sheldon n'hésite pas à élaborer des vengeances, comme lorsque Leonard oublie de rendre une cassette au vidéoclub, le laissant galérer plusieurs années plus tard pour faire le retour alors que le magasin n'existe plus. Sheldon avoue finalement à Leonard qu'en réalité, il avait rendu la cassette. Ou encore lorsqu'il élabore sur 7 ans une vengeance faisant croire au groupe qu'ils ont gagné le jackpot avec de la crypto-monnaie alors que Sheldon avait subtilisé le fichier. Bon, et là je sais ce que vous vous dites, ouais peut-être, je sais pas, ok, ça me semble un peu léger pour dire que Sheldon est un psychopathe. Cependant rappelez-vous, nous avions parlé de la notion de manipulateur, mais il y a un élément essentiel, c'est que le psychopathe est conscient de sa défaillance et que son objectif en société, c'est évidemment de la feindre. Et c'est là où il y a un couac. Car Sheldon ne triche pas avec son environnement, et on pourrait définir son attitude plutôt d'ethnocentrique, c'est-à-dire qu'il prend ses références comme valeurs universelles et considère donc que c'est tous les autres qui sont défaillants. Il n'a d'ailleurs pas conscience de ses défauts, ayant l'impression finalement que son attitude a une influence positive sur son entourage. Ce qui est sûrement d'ailleurs sa plus grande illusion. Et c'est sur ce point clé que définir Sheldon Cooper de psychopathe devient délicate. D'ailleurs, la série Big Bang Theory s'étend tout de même sur 12 saisons, et donc le personnage en 12 ans va évidemment évoluer. J'aimerais d'ailleurs qu'on revienne un peu plus sur ce que Sheldon Cooper va nous proposer en termes de caractère dans la série. La vie de Sheldon prend un tournant lorsqu'il rencontre Amy Farrah Fowler. La prenant d'abord comme son alter ego, dénué de recherche d'interaction humaine, alors qu'au fur et à mesure, il se laisse aller à ce qu'il ressent, constatant qu'il a besoin d'être auprès d'elle, d'officialiser le statut de petite amie, jusqu'à se marier avec elle et bien évidemment, enfin accepter d'avoir un coït avec elle. Bon, une fois par an pour son anniversaire. On pourrait penser que son amour pour Amy a transformé Sheldon et empli son cœur d'émotions plus humaines, mais quand on y réfléchit, Sheldon nous a déjà prouvé qu'il ressentait des émotions humaines par le passé. Déjà vis-à-vis de ses idoles. Ne gérant pas l'enthousiasme qu'il peut avoir, frôlant donc le harcèlement et les différentes mesures d'éloignement que la plupart des célébrités ont mis en place à son égard. On peut évoquer également sa querelle avec Will Wheaton, n'hésitant pas à le laisser gagner un tournoi de cartes, touché par le récit de Will sur la disparition de sa grand-mère. Bon, même si pour le coup, Will Wheaton avait menti à Sheldon pour pouvoir le battre. Mais ça ne les empêchera pas de développer un lien affectif et un respect mutuel par la suite. On le voit aussi lorsqu'il vexe Howard et qu'il est prêt à lui offrir sa place sur le canapé pour ne pas perdre son ami. Chose bien sûr qu'il regrettera assez vite, préférant finalement la conserver. Sheldon a finalement un comportement qui s'associe plus à un enfant pourri gâté. Incapable de gérer sa frustration, mais aimant la chaleur humaine que lui apportent ses relations, n'étant pas indifférent de la peine qu'il peut faire à ses proches. On peut même remonter encore plus loin car le spin-off Young Sheldon nous démontre bien que, étant enfant, il ressentait déjà ce genre d'émotion. Ce spin-off se décline en 7 saisons, une preuve parfaite de la popularité du protagoniste. Et on voit bien qu'au travers de son enfance, il a su faire preuve d'une réelle empathie, que ce soit vis-à-vis de ses parents, de sa sœur Missy et de son frère Georgie. Alors bien sûr que le jeune homme fait passer son confort en priorité à 90% du temps. Mais Sheldon démontre parfaitement qu'il tient sincèrement à ses proches, et qu'il n'est pas indifférent lorsque l'un d'eux est en difficulté, n'hésitant pas à chaque fois d'établir la règle prérequis d'offrir une boisson chaude. Et on peut résumer cela simplement avec le final de la série où Sheldon fait littéralement une déclaration d'amour à sa femme et ses amis, relayant presque au second plan l'objectif de sa vie enfin atteint, remporter le prix Nobel, préférant dédier cette victoire à ses proches plutôt que de vanter les mérites de son travail comme il l'a toujours fait avant. Donc on voit bien là que Sheldon Cooper n'a aucunement l'ambition de se feindre en société et de dissimuler ce qu'il est, bien au contraire. Il démontre également qu'il a fait preuve d'empathie à plusieurs reprises, ce qui est impossible pour un psychopathe, montrant qu'il est un homme formidable à bien des égards. J'ai très mal agi. Ça me concerne? Non. Alors souffre en silence. Mais du coup, si Sheldon Cooper n'est pas un psychopathe, quelle pathologie le pousse à avoir ce comportement? Car même si la mère de Sheldon a fait des tests qui n'ont rien révélé, on pourrait caractériser les comportements de Sheldon par le syndrome d'Asperger, une forme du trouble autistique qui caractérise principalement des troubles obsessionnels du comportement, des difficultés à comprendre les codes sociaux et généralement une intelligence bien supérieure à la normale. Mais si vous posez la question aux scénaristes, ils vous indiqueront que son comportement est tout simplement Sheldonesque. Personnellement, je trouve que c'est une erreur d'esquiver la question aussi simplement.
Parce que j'estime que les pathologies autistiques et d'autres formes de handicap doivent pouvoir être mises en avant dans les personnages que l'on aime et que l'on admire, leur offrant une véritable représentation, amenant alors le public à porter un véritable intérêt sur la question, et pouvoir affirmer distinctement qu'on admire un personnage qui est atteint du syndrome d'Asperger. Le constat est clair, Sheldon Cooper est loin d'être un psychopathe, et je pense que c'est l'un des personnages dont j'ai pris le plus de plaisir à voir son évolution au travers des différentes saisons de Big Bang Theory et du développement de son enfance avec Young Sheldon. Et je salue Jim Parsons pour son interprétation incroyable et la vie qu'il a donnée à ce personnage, pour lequel il a su dire adieu dignement en décidant d'arrêter la série pour se consacrer à d'autres projets. Un gros coup dur pour toute l'équipe qui devait renouveler le show pour 2 saisons supplémentaires, laissant les autres acteurs presque orphelins, mais respectant la décision de l'acteur. Même s'ils ont eu du mal à encaisser la façon dont ils ont appris la nouvelle, présentée lorsque Parsons annonça son départ. Cependant, Jim Parsons n'a pas totalement laissé tomber le personnage étant donné qu'il revient en tant que narrateur et voix off pour la série Young Sheldon. Ce qu'on peut dire, c'est que Sheldon Cooper est un des rares personnages du petit écran des années 2010 à avoir autant marqué la télévision, presque autant que Friends. Et il démontre que le comportement dit divergent n'empêche pas l'attachement qu'on peut porter à un personnage fictif. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je tenais à remercier plus particulièrement la chaîne du Binge Doctor qui a fait une sublime vidéo sur les coulisses de Big Bang Theory, ce qui m'a beaucoup aidé à écrire le début de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Big Bang Theory. Likez, partagez, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.